Aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle rubrique qu'on va appeler le bloc-notes. Pourquoi ? Bien parce qu'il faut bien le reconnaître, l'actualité scientifique et technologique, ne l'oublions pas, est un peu malmenée par, je voudrais dire, la grande actualité. Alors au sommaire de ce premier numéro, 4 rubriques. Alors la première, l'Islande, cette île volcanique qui s'agrandit avec l'éruption d'un volcan, je vous le cite, Fagradalsfjall. In French in the text. Ensuite, le Groenland, où maintenant les scientifiques ont la preuve, et ça c'est une grande nouveauté, qu'il y a 1 million d'années, l'énorme calotte glaciaire avait disparu. Ensuite, Mars, où dans les jours qui viennent, début avril, il y a le robot Persévérance, mais un petit hélicoptère, mi-drone, mi-hélicoptère, va décoller et survoler le site. Et puis enfin, le 28 mars, ça sera la pleine lune, elle sera belle dans le ciel, mais elle va nous paraître beaucoup plus grosse. Pourquoi ? Tout d'abord, l'Islande. Voilà, l'Islande. Vous la reconnaissez, l'île, forme caractéristique. Je veux dire, c'est le paradis des géologues et des vulcanologues. C'est le domaine à la fois de la glace, avec des glaciers, et puis des volcans. Et d'ailleurs, à propos des volcans, ici, vous voyez, dans cette zone, le Fagradalsfjall vient de se réveiller après 800 ans de sommeil. Il est situé à mi-chemin entre l'aéroport, qui est ici, où est mon doigt, et la capitale, Reykjavik. Et entre les deux, il y a à peu près 30 km. Moi, je les ai parcourus plusieurs fois en voiture. Et en fait, on ne fait que rouler dans un désert fait de champs de lave. Et donc, ce volcan qui sommeillait depuis 800 ans se réveillait. Alors, ce sont des images tout de même très spectaculaires, avec des coulées de lave très diffusives. Ça fait penser au volcan hawaïen. Et on est loin de l'image, des images du passé où on a vu des éruptions terribles, avec notamment, vous vous souvenez, il y a 10 ans, eh bien, ces poussières du volcan qui ont empêché sur toute l'Europe les avions de voler. Mais là, il s'agissait des explosions magmato-phréatiques. Autrement dit, le volcan est entré en éruption, mais sous la glace. Il a donc fait fondre la glace, l'eau a coulé dans le cratère du volcan, et le contact entre l'eau et le feu, ça se passe généralement très mal. Ça avait été violentes explosions, avec pulvérisation de la lave qui a donné ces immenses nuages de poussière. Non, cette fois-ci, c'est un spectacle, j'oserais dire, pas très dangereux si on s'en approche pas. D'ailleurs, les autorités ont beaucoup de mal, comme vous voyez sur ces images, à repousser les touristes qui viennent quasiment, c'est incroyable, pique-niquer au bord du volcan. Mais ça mérite tout de même une petite explication. Il y a 20 millions d'années, l'Islande n'existait pas. Surprenant, hein ? Eh oui, l'Islande, en quelque sorte, c'est un immense volcan qui a jailli des profondeurs de la Terre. En fait, c'est l'illustration parfaite de la dérive des continents. Regardez, voilà l'Islande, vous la reconnaissez. L'Islande est parcourue, vous voyez, par une énorme faille qui va quasiment du sud-ouest au nord-est. Et les deux bords de cette faille s'écartent en permanence depuis 20 millions d'années à raison de 2 à 3 cm par an. Autrement dit, l'Islande, c'est le seul endroit au monde où les géologues peuvent voir la dérive des continents, c'est-à-dire l'écartement des plaques qui dérivent, qui s'écartent les unes des autres. Et d'un autre côté, sur la Terre, comme la Terre est ronde, eh bien, à l'endroit, elle se chevauche, et ça donne naissance au volcanisme et au tremblement de terre. Ça, vous le savez. Et donc, en Islande, on peut l'observer, la faille sur le sol, mais cette faille qui existe, c'est la grande faille médio-atlantique, qui coupe le globe en deux, qui fait 12 000 km de long, mais elle est au fond des océans, au fond de l'Atlantique, par 3 4 000 mètres de fond. Mais là, elle est en surface, sur le sol. Et ce qui est tout de même détonnant, c'est que en 20 millions d'années, s'est formée en quelque sorte l'Islande, par le jaillissement de lave, mais surtout, la faille s'est écartée de 500 km. Autrement dit, l'Islande a grandi de 400 km en 20 millions d'années. Et si ça continue à ce rythme-là, et on ne voit pas pourquoi ça va s'arrêter, eh bien ça voudrait dire qu'un jour, l'Islande va être coupée en 2 îles, avec, entre les deux, peut-être, un bras de mer.
Le Groenland, vous savez, c'est peut-être l'une des plus grandes îles à la surface du globe. Vous voyez ici, couverte de sa calotte glaciaire, qui, au sommet, mesure près de 3 km d'épaisseur. Mais là, il y a une histoire. Actuellement, la grande préoccupation des climatologues, c'est de se dire, avec le changement du climat, le réchauffement climatique, avec l'élévation moyenne de la température du globe, on estime qu'elle va aller vers 2, même voire 3 degrés, eh bien, cette calotte de glace du Groenland risque de fondre et même de disparaître. On dit, oh là là, on a bien le temps. Eh bien, ça s'est déjà produit. C'est une des dernières découvertes d'une équipe scientifique franco-européenne. Alors, ça mérite parce que c'est une très très belle histoire. Donc, nous sommes dans les années 50, en pleine guerre froide, et les Américains, pour surveiller l'Union soviétique, entouraient l'Union soviétique dans les pays amis de radar pour les observer et détecter le départ des missiles, mais également installaient des bases de missiles. Et donc, ici, dans le Groenland, l'armée américaine a eu l'idée d'enterrer dans la glace, du Groenland, une base de missiles ultra secrète. Et donc, ils ont demandé aux géologues de voir la stabilité du socle rocheux. Et donc, les géologues ont fait leur travail, ils ont foré la glace sur environ 1,5 km d'épaisseur, de façon à atteindre le socle rocheux. Mais dégel, si j'ose dire, des relations diplomatiques, les Américains ont abandonné leur base et les carottes ont dormi pendant près de, vous voyez, des années 50 à 2000, une cinquantaine d'années, jusqu'au moment où une équipe danoise, parce que le Groenland est tout de même danois, a ressorti ses archives et cette équipe européo-américaine l'a analysée. Et là, oh stupéfaction, on a découvert qu'il y avait donc au fin fond, à peu près à 1,5 km d'épaisseur du Groenland, eh bien, on a découvert qu'il y avait des feuilles, des branches, des mousses, du pollen. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y avait plus de glace. Et l'un des Français, donc, qui participe à cette équipe, Pierre-Henri Biard, de pétrographe à Nancy, a dit, eh bien, c'est la preuve. On a enfin la preuve qu'il y a 1 million d'années, c'est de datation, eh bien la glace avait complètement disparu et que cette déglaciation, à peu près, a démarré il y a à peu près 400 000 ans. Alors on se dit, attendez, à cette époque, on l'a daté, la température du Groenland était d'environ 2,5 degrés, 2 degrés et demi. Mais attention, 2 degrés et demi, c'est ce que l'on nous promet, voire 3 degrés, à l'horizon 2050 ou à la fin du siècle, avec le réchauffement climatique, ça voudrait dire que le Groenland, dans ces conditions-là, va fondre. Et la grande question, comme il a déjà fondu, il va refondre, mais la grande question, c'est de savoir sur quelle distance, pendant combien d'années. Est-ce que c'est l'affaire d'un siècle? Là, c'est une catastrophe. Ou est-ce que c'est l'affaire d'un millénaire? Auquel cas, je vous dirais, on a le temps. Quittons la Terre maintenant pour aller vers notre petite sœur, la planète rouge, Mars. Là, il se passe des choses à la surface de Mars. Vous savez que le 18 février dernier, un petit robot Persévérance a été posé en douceur à la surface de Mars. Bon, rééditant ce qui s'était déjà fait 9 ans auparavant. Je vous rappelle que le but de la mission, c'est bien entendu d'analyser, de prendre des photos. À propos de photos, regardez, c'est les dernières photos qu'on a reçues de Mars. Vous voyez qu'il s'est bien posé dans le fond d'une cuvette, d'un lac. Ça, c'est le fond d'un lac qui faisait d'ailleurs 350 mètres de profondeur et puis parsemé ici de pierres. Voilà. Et donc, le robot fonctionne très bien. On a testé les caméras, je vous souviens que les caméras sont françaises, marchent très bien. Il a roulé de 5 mètres, donc il fonctionne très bien. Le générateur isotopique qui fabrique du courant fonctionne très bien. Et puis on a essayé les fameuses caméras à 2 lasers de la France, et ça fonctionne. Alors, on va entamer maintenant, début avril, une nouvelle expérience. Vous savez que sous le ventre du robot, il y avait un autre petit paquet qui était en quelque sorte un parasite qui volait avec lui, qui est un mi-drone, mi-hélicoptère Ingenuity. Celui-ci a été déposé sur le sol de Mars, et donc,
va procéder aux premiers essais. Et ça sera la première fois qu'à la surface de Mars va décoller un hélicoptère. C'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'à la surface de Mars, c'est le centième de la pression atmosphérique. Et donc, pour qu'un hélicoptère puisse voler, il faut des hélices très grandes, contre-rotatives, c'est-à-dire que l'une dans un sens, l'autre dans l'autre, et qui tournent très vite. Et donc, Persévérance va se reculer, de façon à laisser le champ libre pour des raisons de sécurité et filmer l'opération. Et Ingenuity va se soulever à peu près de 5 mètres pendant 30 secondes, prendre des photos en noir et blanc, se reposer, et une demi-heure après, transmettre les photos à Persévérance qui va les envoyer vers la Terre. Donc si l'essai est concluant, Ingenuity va effectuer, c'est ce que dit le JPL et la NASA, à peu près 6 vols, qui ne durent pas très longtemps en raison de la faible autonomie due à la petitesse des batteries, à peu près 1 minute et demie de vol, donc 6 vols de reconnaissance tout autour du site, de façon en quelque sorte à prendre des vues qui vont servir de repérage pour le grand frère Persévérance. Dernier chapitre de ce bloc-notes, on reste toujours dans l'espace, c'est ainsi. La Lune, pourquoi ? Eh bien parce qu'il va y avoir une pleine Lune le 28, spectacle tout à fait classique. Sauf qu'à chaque fois, on est surpris, nous, les observateurs. Elle nous, apparaît beaucoup plus grosse qu'elle n'est en réalité. Et ça mérite une petite explication. En fait, c'est une illusion d'optique. Ce qui compte dans l'observation, c'est ce qu'on appelle le diamètre apparent, c'est-à-dire l'angle sous lequel notre œil, assimilable à un point, voit l'objet, en l'occurrence le Soleil ou la Lune. Et cet angle est un angle très faible, il n'est même pas d'1 degré, il est de l'ordre d'un demi-degré, il est de 31 minutes et 36 secondes pour être précis. Mais, me direz-vous, la distance Terre-Lune varie, la Lune oscille, c'est-à-dire que son orbite n'est pas circulaire autour de la Terre, elle est légèrement elliptique. Et la variation, ça varie au maximum de 356 000 à 406 000 km. Vous me direz, vous avez vu la variation de distance ? Ouais. Mais à cette distance-là, est-ce que le diamètre apparent, c'est-à-dire la taille de l'objet Lune, va-t-elle changer ? J'ai fait un petit calcul. La différence, ça va être seulement que de 2 minutes et 20 secondes. Vous voyez ? C'est totalement indétectable pour notre œil. Et pourtant, c'est vrai. Lorsqu'elle va se lever très basse sur l'horizon, elle va nous apparaître beaucoup plus grosse. Et puis, lorsqu'elle sera au zénith, elle aura la taille normale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est notre cerveau qui va recréer une image. Pourquoi ? Lorsque la Lune est basse sur l'horizon, il y a un premier plan. Le premier plan, ça peut être le clocher, les maisons ou des arbres. Et notre cerveau met dans le même plan, les objets de la vie courante, la vie, et la Lune. Et de fait, notre cerveau la grossit. La preuve ? Tenez, pour avoir le diamètre apparent de la Lune, vous prenez une pièce, vous voyez, de 20 centimes. Cette pièce de 20 centimes, vous la tenez entre le pouce et l'index. Bras tendu. Et vous visez la Lune. Et le diamètre apparent de la pièce est exactement le diamètre apparent de la Lune. C'est-à-dire qu'il va la recouvrir, il va faire, en quelque sorte, une éclipse. Vous le faites lorsque la Lune est basse sur l'horizon et qu'elle paraît très grosse, puis après vous le faites lorsque la Lune est beaucoup plus haute dans le ciel, vous visez la Lune, eh bien le diamètre apparent de la pièce va être exactement le même que celui de la Lune. Autrement dit, la taille de la pièce n'a pas changé, donc la taille de la Lune n'a pas changé. Ah, un dernier détail. Et elle change de couleur. Ben oui, elle ne change pas de couleur. En fait, la Lune ne fait que nous réfléchir la lumière du Soleil. Or, le problème, c'est tout simple. Lorsqu'elle est basse sur l'horizon, la Lune va traverser beaucoup plus l'atmosphère dans son épaisseur que lorsqu'elle est haute. Et à ce moment-là, en fonction de la composition de l'atmosphère, de la poussière, des polluants, le spectre de la lumière, le bleu, va être absorbé au détriment de ce qui va subsister, c'est-à-dire le rouge et le jaune. CQFD.